3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va? Moi je vous cache pas, c'est la grande forme de mon côté. Il y a tout plein de projets qui avancent, je suis hyper bien entouré pour les développer, gros big up d'ailleurs, et j'ai trop hâte de vous les présenter. Car oui, si vous n'avez pas suivi mon actu dernièrement, sachez que ça y est, c'est officiel, je vais me lancer sur Twitch. Franchement ça va être fou, la chaîne est créée et je suis motivé comme jamais. J'ai fait pas mal de frais, j'ai acheté le matos qu'il fallait, enfin j'espère, et tous les matins je vais checker la boîte aux lettres pour voir si c'est enfin là. Donc là vous l'avez capté, pour l'instant à mon plus grand désarroi, je n'ai rien, et laissez-moi du temps un peu pour me familiariser avec tous les nouveaux trucs que je vais recevoir. Il y a un Camlink, il y a un Stream Deck, il y a un hub, il y a un répéteur, tout ça va falloir le prendre en main, parce que oui, sachez-le, il y a encore une semaine Twitch, j'y captais rien. Ok, boomer. Bon, rassurez-vous, depuis ça va mieux, enfin un peu. Comme tout, il faut du temps, puis il faudra que je me familiarise avec les logiciels aussi, et de toute façon ce temps je veux l'utiliser intelligemment. Déjà ça vous donnera l'occasion de me follow là-bas, donc allez-y, let's go, je me dis que ça sert pas à grand chose qu'on commence avant qu'on soit 1000, donc vous avez le temps de le faire. Et en parallèle, je veux également utiliser cette période pour m'entraîner avec le free flow sans écrire tout à la lettre et à la virgule au préalable. Voilà pourquoi aujourd'hui j'insiste, je signe et je persigne pour me relancer dans ma playlist Crystal Ball. Loves incense. Yes, visiblement vous avez plutôt aimé la dernière fois et je dois le dire, moi aussi j'ai énormément kiffé. Du coup let's go, on enchaîne sur ce format. Au départ je m'étais dit que je le réserverais pour les prédictions, mais finalement non, je le réserve plutôt aux vidéos de ce type là, en free flow. On repart sur une simulation de live, sans vos réactions bien sûr dans le chat, vu que ce n'est pas en direct, mais qui me permet quand même de prendre de l'expérience. Pour ça j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait étudier les bonnes et les mauvaises surprises au sein des joueurs de la conférence Est cette année. Et vous l'imaginez bien, on fera la conférence Ouest plus tard pour un nouvel entraînement. Du coup tenez-vous prêts, on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour le 3e Crystal Ball en mode free flow de toute l'histoire de ma chaîne. Eh bien allez, let's go, nous voilà en config live, j'avoue que je commence vraiment à prendre du plaisir à ça, que ça m'enthousiasme à fond, à vraiment kiffer. Donc c'est cool là d'être avec vous comme ça, là je vais essayer de prendre en compte tous les conseils que vous m'avez donnés, j'espère que ça va s'améliorer. Voilà, il y a un nouveau micro qui est là, enfin celui que j'utilise pour mes tournages, j'ai décidé de l'utiliser là aussi plutôt que celui que j'ai ici. Pas mal de petits trucs que je vais essayer de mettre en place. Juste petit truc sur le décor, ça fait longtemps que je dis petit truc, mais voilà, sur le décor, il y en a pas mal qui m'ont dit que ce serait bien que je fasse un truc vraiment travaillé, vraiment, voilà, un peu comme millimétré, comme je le fais dans mes vidéos. Et en fait, j'ai pas envie, je crois. L'objectif de ces lives, c'est d'être complètement authentique, d'être complètement naturel, de voir un peu l'envers du décor, quoi. Donc je veux vous montrer la vraie vie. Tiens, d'ailleurs, je vais pas ranger mon trépied, là, vous voyez, qui dépasse. C'est comme ça, hein, il y a le pied qui est là, vous voyez une carte du monde qui est à moitié découpée, vous voyez mon vieux radiateur qui est pas beau, mais qui est là, hein, parce qu'il y en a besoin pour chauffer, c'est aussi ça la vraie vie. Et j'ai envie d'apporter ce petit côté authentique dans les lives, parce que ça va bien avec le fait que là, j'écrive plus ce que je dise, et voilà. Donc bon, si vous trouvez ça vraiment rédhibitoire, dites-le moi. Moi je trouve ça cool de vous montrer l'envers du décor et de vous montrer comment il est en fait mon studio en vrai quand tout est pas millimétré. Voilà, ça me permet, j'ai l'impression d'être plus proche de vous, au moins dans ma tête, et rien que ça, ça me fait plaisir. Bref, du coup, j'enchaîne, hein, je vais pas parler du décor pendant 4 heures, on va rentrer dans le vif du sujet, donc là, on va passer sur le visuel que je vous ai fait. Il y en a pas mal qui me demandent les sites sur lesquels je trouve ça. C'est pas des sites, hein, c'est moi qui crée tout avec Photoshop en amont de ces simulations de live. Donc désolé, vous pourrez pas le trouver. Comme vous le voyez là, sur Photoshop, hein, j'ai fait ça. J'ai pris 30 joueurs majeurs. Je dis pas que c'est les meilleurs. J'en ai pris 30 de la conférence Est, qui me semblait, ça me semblait juste intéressant d'en parler aujourd'hui. Il y a peut-être mieux, enfin voilà, ça se discute, mais on n'est pas là pour discuter de ça. C'est mon petit kiff, les 30 dont j'ai envie de parler. Et comme vous voyez, j'ai fait 4 cases. Les super tops, les peu mieux faire et les flops. L'idée, ça va être de les répartir un petit peu dans ces cases. C'est pas délire les meilleurs joueurs. Il peut y avoir des super tops qui seront moins bons qu'un top ou qu'un peu mieux faire. Parce que là, contrairement à mes vidéos en tiers, où vraiment je prenais une photo au moment M, et je prenais pas en compte les attentes, là justement, tout va se baser sur les attentes. Donc c'est-à-dire qu'un mec qu'on attendait MVP, s'il fait une saison de All-Star++, il sera pas super top. Alors que un mec qu'on attendait 12e homme, qui fait une saison de titulaire, ne serait-ce que ça, il sera dans les super tops. Mais ça veut pas dire que le titulaire est meilleur que le All-Star++. C'est important de capter ça, même si ça semble un peu évident, mais voilà, je préfère le répéter. Et voilà, du coup là je vais bien sûr
il y aura le niveau individuel de ces joueurs que je vais juger. Et si vous me connaissez un peu, vous savez, moi je peux pas passer à côté des attentes et des résultats collectifs. Donc comme d'habitude, on va mixer tout ça. Et sachez-le, que vous soyez pas surpris, pour moi, les résultats collectifs apporteront une vraie plus-value, en tout cas sur la façon dont j'évaluerai ces joueurs. Allez, on tarde pas et on va les faire dans l'ordre. On commence par Bam Adebayo. Bam Adebayo, hop là, tac. Donc Miami, c'est vrai qu'ils ont un bilan moyen depuis le début de la saison, même si ça va un petit peu mieux. Mais par contre, j'ai pas envie d'accuser Bam Adebayo de ce bilan. Il n'est pas forcément responsable. Je trouve qu'il a augmenté ses stats par rapport à l'an dernier. Enfin, c'est même pas je trouve, c'est la vérité. Il est passé de 16 à 19 points. Il est toujours très polyvalent. Il fait toujours beaucoup de passes. Il arrive à créer pour les autres et je trouve ça bien pour un pivot. C'est même assez exceptionnel même. Et en fait, il va très très bien dans ce dispositif d'Eric Spoelstra. Voilà, on a Butler et Dragic aussi qui créent au périmètre. Adebayo, c'est vraiment le facilitateur dans la peinture, au poste, je trouve ça très fort, il est très utile. Il n'a pas été All-Star, mais il a quand même le niveau pour. S'il n'a pas été All-Star, je pense que c'est à cause du bilan. Puis bon, surtout qu'il monte vraiment en puissance au fur et à mesure de l'année en plus. Voilà, il était quand même bon au moment du All-Star Game, mais je pense qu'il a surtout souffert du bilan. Le hit va mieux, Adebayo va mieux, il peut être clutch, il l'a montré face à Brooklyn dimanche, il a porté sa team, il a mis le panier décisif. Franchement, bravo à lui, il m'épate. Voilà, si Miami déconne, c'est pas sa faute, je peux pas l'accuser de ça, même si je le disais, je prends en compte les résultats collectifs. Tout va de mieux en mieux. Je vais pas le mettre dans les super tops quand même parce que Miami est pas assez dominant pour ça. Mais dans les tops, je pense que Bam Adebayo a sa place. On va le mettre ici comme ça, c'est très bien. Allez, on enchaîne sur Giannis Antetokounmpo. Giannis que je trouve plus ou moins égal à lui-même. Il fait ce qu'il sait faire avec ses qualités, avec ses failles aussi. Ses stats sont un peu en baisse alors qu'il joue plus, mais bon, après, je vais pas trop lui en vouloir comme ça. Il y a l'arrivée de Jrue Holiday qui fait que forcément, ses responsabilités ont diminué. Donc, mais c'est mieux qu'il soit mieux entouré. De toute façon, on va pas cracher là-dessus. Et il est aussi utilisé différemment parce que l'an dernier, c'était presque trop facile. Alors non, j'exagère, c'était pas trop facile de le limiter, mais certains coachs avaient trouvé des moyens de le limiter en mettant des défenses backline, des sortes de murs pour l'empêcher de rentrer dans la raquette. Et ça, c'est vrai que c'était sa grosse problématique à Bam, qui se heurtait à ce mur et qui ne savait plus trop quoi faire. Donc maintenant, on essaye un peu plus d'écarter les défenses. Peut-être que Giannis a un peu moins la balle, mais ça évite qu'il tape dans le mur et je trouve que c'est positif pour Milwaukee. Donc après, comme je disais, il fait ce qu'il sait faire avec ses forces et avec ses faiblesses. Il est complètement inarrêtable dans la peinture quand il est lancé. Il est très très bon en défense. Mais voilà, il va toujours un peu tout droit. Il a toujours ce côté un peu brut. Mais bon, avec Jrue Holiday, avec Chris Middleton, ok, Milwaukee est pas premier à l'Est, mais je trouve que ça tourne quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, forcément, c'est un double MVP aussi. Donc lui, on l'attendait très 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 haut. Donc il y avait quand même de fortes attentes sur lui. Donc c'est pour ça que malgré le gros niveau qu'il a, je vais pas non plus être trop généreux. Voilà, comme je disais, Milwaukee est 3ème. C'est moins bien que ce qu'on attendait généralement quand ils étaient premiers de l'Est depuis 2 saisons. Il y a une vraie montée en puissance ces derniers temps. Giannis en était responsable. Malheureusement, il a un peu coupé ça avec ses douleurs au genou. Il a été reposé un peu. Là, il revient quand même bien. Mais je trouve que c'est pas trop mal parce que là, c'était mardi soir face à... quelle journée ? Non, lundi soir face à Phoenix où il a eu des crampes. Ça montre qu'il est fatigué. Je trouve que c'est bien de le reposer là un petit peu. L'objectif de Milwaukee maintenant, être premier à l'Est, avoir un Giannis MVP, ils ont montré qu'ils pouvaient faire. Sauf qu'ils ont vu aussi que ça n'amenait pas un titre. Donc là, objectif playoff, reposer Giannis. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en super top, mais les attentes, il y répond bien. Donc vas-y, lui, je le mets à côté de Bam dans les tops, tchac. Voilà, ok, j'ai un peu zoomé, mais on s'en fout. On enchaîne avec Jaylen Brown, qui individuellement, lui, c'est simple, il fait sa meilleure saison au scoring, il marque 25 points par match, il a eu sa première sélection All-Star. Individuellement, je trouve ça complètement fou ce que fait Jaylen Brown, et surtout, je m'y attendais pas. Chaque année, il me surprend, chaque année, il fait mieux, chaque année, je me dis, waouh, il a son plafond, là. Et non, il continue, et j'apprécie vraiment ce qu'il montre, j'apprécie vraiment l'envie qu'il montre.
Et là, Boston commence enfin à relever la tête. Ils ont perdu lundi soir face à Chicago, mais il y avait une série de wins. Je crois qu'ils en ont enchaîné 5 juste avant, qui a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait du côté des fans des Celtics. Et voilà, enfin, Boston montre le niveau qu'il devrait atteindre, qu'il devrait montrer depuis le début de la saison. Et je trouve que Jaylen Brown en est vraiment responsable. C'est la propreté, c'est la justesse à l'état pur, ce mec. Les 40 points qu'il a mis face aux Lakers, c'est à 17 sur 20. C'est un truc de malade, 17 sur 20. Voilà, quand je parlais de propreté, on a l'exemple parfait. J'apprécie énormément qu'il compense toutes les failles des Seas, partout. Et voilà, je pense qu'il faut se rendre compte que même si c'est pas lui qui est le plus sous les projecteurs, sans lui, Boston ne serait pas, je vais pas dire un contender, mais un outsider. Parce que Boston, pour moi, reste un outsider. Donc, toujours, pareil, je vais mettre tout le monde en top si ça continue. Je peux pas le mettre en super top parce que pour l'instant, les Celtics ne sont pas assez hauts. Et sont plus bas que ce qu'on attendait, même si c'est pas le premier responsable. Mais voilà, je peux pas dire qu'il déçoit, hein, parce que pour moi, si les Celtics ne sont pas complètement largués, c'est aussi grâce à Jaylen Brown. Allez, on enchaîne avec Bradley Beal. Bradley Beal. Ah, la situation est compliquée, parce que Bradley Beal, c'est un scoreur énorme, c'est le meilleur scoreur de... non, pas sûr, c'est peut-être pas le meilleur scoreur de la ligue, parce que Curry, lundi soir, a mis 49 points, et je pense qu'il lui est passé devant. En tout cas, il a été le meilleur scoreur de la ligue pendant la majeure partie de la saison. Il est toujours pas loin. Je crois qu'avant les 49 points de Curry, il devait y avoir un dixième de point d'écart entre les deux. Donc avec les 49, ouais, Curry a dû passer devant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bradley Beal, c'est un joueur qui est très très apprécié. C'est dur de le critiquer. Les gens mettent, je peux comprendre aussi, mettent les revers des Wizards sur le dos de tout le monde, sauf de Bradley Beal. C'est vrai qu'il se bat tous les soirs, il score ses points. Voilà. Par contre, je peux pas mettre un gars qui n'est pas dans le top 10. C'est ce que je me disais au départ. Je pouvais pas mettre un gars qui n'est pas dans le top 10 de sa conférence, en dominant autant et en ayant un Westbrook à ses côtés, dans les tops. Et j'y ai réfléchi, et je sais pas trop. Ok, il a Westbrook à côté, il a Hachimura et Avdija, que j'aime beaucoup, et qui font quand même une saison qui est plutôt correcte. J'aime beaucoup Bertans, mais force est de constater que cette saison, il ne fait que tirer à 3 points, et pas forcément avec une grande réussite. Ça n'aide pas ces Wizards. J'attendais cette team bien plus haut. Mais maintenant, est-ce que je peux dire que Bradley Beal est un flop ou est-ce qu'il peut mieux faire? Il est déjà très haut, hein, lui, il fait pas mal de choses. Les Wizards sont plutôt bons en ce moment. J'hésite vraiment entre top et peut mieux faire pour Bradley Beal. Là, je suis en train de me décider un peu en direct. Au départ, je m'étais dit peut mieux faire. Enfin bon, bref, j'ai changé d'avis plein de fois. Allez, je vais dire que les Wizards sont chauds. On est dans une playlist Crystal Ball où il faut prévoir un peu l'avenir. Allez, je crois un peu aux Wizards. Et je vais mettre finalement, vous allez voir, je vais mettre les 30 joueurs dans la même case, ça va être magnifique. S'ils sont plus hauts, il y aura... Enfin voilà, si les Wizards se qualifient en playoff, même par le play-in, Bradley Beal aura sa place là. Je crois qu'ils ont peut-être un shot d'y arriver. Allez, let's go. Je le mets là aussi. C'est bon, tchac. On va le décaler un peu pour centrer ça, histoire que ce soit plus beau. J'aime bien quand c'est beau. Voilà. Et déjà, sur 4 joueurs, on en a 4 dans les tops. Petite remarque avant d'enchaîner, je trouve, qui est importante. Là, ça me passait par la tête sur la vision qu'on peut avoir des joueurs. Moi, il y a des choses que je capte pas. Là, cette saison, par exemple, on a un Westbrook aux Wizards qui tourne en triple-double, et j'entends régulièrement dire, ce mec-là, il joue que pour ses stats. Je trouve ça super sévère, parce que, enfin voilà, il joue que pour ses stats, la preuve, Washington perd, alors que quand Bill, c'est le meilleur marqueur de la saison, on dit, ouais, il est mal accompagné, le mec donne tout, et on n'entend jamais dire que lui joue pour ses stats, alors que les Wizards perdent pareil. Westbrook, ok, il a Bill à côté, mais Bill a Westbrook à côté, et je trouve qu'on est trop gentil avec Bill souvent, et trop méchant avec Westbrook. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un juste milieu. Je suis persuadé que Bill ferait les stats de Westbrook, on serait content, on trouverait qu'il est génial. Westbrook ferait les stats de Bill, serait le meilleur scoreur de la ligue, on continuerait à dire qu'il joue pour ses stats. Et je trouve ça dommage qu'en fonction de l'a priori qu'on a d'un joueur, en fonction de son faciès, on puisse juger autant, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la NBA, ça fait partie des représentations qu'on a. En tout cas, ouais, je trouve ça injuste avec Westbrook, ou peut-être trop tolérant avec Bill. C'est tout pour cette parenthèse. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et vu que cette vidéo risque de durer suffisamment longtemps, j'enchaîne avec Jimmy Butler, un joueur que j'adore.
C'est un joueur que j'adore et c'est très difficile lui aussi de l'accuser pour la saison très moyenne du Heat. Déjà parce qu'il a manqué beaucoup de matchs. Les matchs où il était là, le Heat s'en est très bien sorti et j'aime surtout l'attitude qu'il montre. C'est toujours un gros leader qui pousse des gros coups de gueule, qui est toujours là pour motiver ses potes et je trouve que lui il incarne parfaitement le Pat Riley basketball, quoi, vraiment. Il est présent des deux côtés du terrain, il a des stats qui sont encore plus hautes dans tous les domaines, alors qu'il a un nombre de minutes qui a diminué par rapport à l'année dernière. Donc ça montre que malgré sa très bonne saison l'an dernier, Butler en avait encore sous la pédale, et c'est bien, je trouve qu'il s'est encore mieux habitué au système, qui est déjà fité pour lui, donc tout ça c'est fort. Il joue encore plus juste, il a une adresse très propre, il distribue encore plus le jeu, il implique encore plus ses coéquipiers, il a un excellent ratio assist-turnover, franchement c'est beau, c'est propre, c'est génial, c'est ce que j'aime chez Jimmy, c'est que c'est pas le joueur le plus qu'il est à la base, mais c'est l'intelligence à l'état pur, quoi. Il sait ce qu'il faut faire pour atteindre la win, il est essentiel dans un collectif, il y a énormément de choses qui passent par lui à Miami, il a une régularité de ouf, et en plus de ça, il a un jeu qui est super atypique. Il shoot peu à 3 points, il a pas non plus énormément de vitesse, mais il a de super appuis, un très bon toucher, et surtout beaucoup d'intelligence, quoi. Il sait lire une défense, il sait prendre les espaces, il sait provoquer des fautes, il va pas mal sur la ligne des lancers francs, et en défense c'est la même, hein, c'est un gros malin ce Jimmy Butler, c'est le meilleur intercepteur de la ligue, il est toujours bien placé, il anticipe, il arrive à rentrer dans la tête de ses gars, il arrive à les coller, à les étouffer, enfin voilà, c'est pas par hasard, hein. Quand il est là, le Heat joue beaucoup mieux et gagne beaucoup plus. Voilà, maintenant, en raison du protocole sanitaire, en raison des blessures, il a manqué beaucoup de matchs. À cause de ça, en partie, je veux pas dire que c'est que à cause de ça, mais en partie, le Heat n'est pas aussi haut qu'on l'attendait pour un finaliste. Il est vraiment à la limite du super top, Jimmy Butler. J'aurais presque envie de l'y mettre. J'ai trop de monde en top. Je m'étais dit que j'allais le mettre en top. Je le mets en super top. Allez, je laisse aussi un peu parler le cœur, parce que, ok, le Heat n'est pas là où on les attendait, mais mine de rien, quand Jimmy Butler est là, le Heat est bien meilleur. Donc on peut pas l'accuser non plus des mauvais résultats du Heat de quand il est pas là. Donc let's go pour le super top Jimmy, bienvenue ici. On enchaîne avec Clint Capela. Qu'est-ce qui me fait kiffer, le pivot suisse, et des deux côtés du terrain en plus. Il a des chiffres de ouf, alors pas au point, hein, mais ce sera jamais un scoreur, mais au rebond, c'est un truc de grand malade, quoi. C'est le meilleur rebondeur de la ligue, il en prend quasi 15 par match, et je le trouve parfait dans cette team avec Trae Young, dans le rôle du pick and roller. Capela est nickel, enfin, c'est génial, les deux gars, ils se trouvent les yeux fermés, ils s'entendent vachement bien, j'ai l'impression, sur le terrain, c'est beau, enfin, c'est super beau. Plus de ça, il est complémentaire d'un John Collins, qui lui, joue plus au poste 4, va plus jouer le pick and pop, de plus en plus, s'arrêter pour prendre un petit shoot à mi-distance après un écran. La raquette, elle est pour Capela, et ça marche bien. Enfin, je trouve que c'est létal, c'est pick and roll entre Young et Capela. Pour moi, c'est juste fabuleux. Et ce qui est bien, c'est que Nate McMillan a vraiment compris ça depuis qu'il est head coach. Il capitalise énormément là-dessus, il utilise de plus en plus Clean de la sorte, et c'est fort. On a un Capela qui démolit tout, on a des Hawks qui augmentent leur nombre de wins, qui collectivement vont beaucoup mieux, même si toute la saison ils ont été en difficulté avec les blessures, que tout le monde n'est pas encore revenu, ça va mieux. Défensivement c'est un truc de malade aussi, l'apport de la rim protection à des Hawks qui en avaient cruellement besoin. Il a fait un match à 10 contre fin janvier, c'est pas un truc de malade, un match à 10 contre. Capela est très très bon, à chaque fois qu'il est bon, comme je dis, les Hawks gagnent. C'est pas le plus qu'il est du monde, mais ce qu'il fait, il le fait super bien, à la perfection. Il est utilisé pile comme il faut, il met énormément d'intensité, j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, et lui c'est pareil. Je le répète, je dis pas qu'un Capela est meilleur qu'un Giannis, hein. C'est pas parce que je mets Capela dans les super tops que je dis qu'il est meilleur que Giannis. Par contre, il répond bien mieux aux attentes que Giannis, il est plus haut que ce que j'attendais, bien plus haut, quand un Giannis il est à peu près là où je l'attendais. Voilà pourquoi je le mets dans les super tops, bravo mon petit Clint. Allez hop, on enchaîne, on a déjà fait une ligne sur 5, enfin déjà, allez go, j'essaye d'accélérer un peu, quoique il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que je prenne plus mon temps, ça dépend des retours, d'autres qui me disent ça dure trop longtemps tes vidéos, peut-être que vous trouverez plus votre compte dans mes vidéos du samedi qui sont montées, d'autres qui me disent c'est un live, prends ton temps, on est chill, et c'est vrai que je suis plutôt dans cette optique là, j'ai pas envie de me presser. Bref, je vais quand même pas vous raconter toute ma vie, et on parle de KD, qui est compliqué à juger je trouve.
En vrai, j'ai jamais vu un joueur revenir comme ça après une rupture du tendon d'Achille. Enfin si, allez, à part Dominic Wilkins, mais Dominic Wilkins c'était quand même pas le même physique, pas le même monstre athlétique. Kevin Durant, c'est un joueur assez fin, mine de rien, qui revient, qui a l'air de revenir bien. Après, bien sûr qu'il profite des progrès de la médecine, qu'il est super bien entouré, qu'il a fait une grosse rééduque. Respect pour tout le taf qu'il a dû fournir, ça a dû être compliqué, et vraiment bravo. Et puis bon, à Brooklyn, il est très entouré, je parle pas que des joueurs, hein, je parle vraiment du staff qui est là-bas, c'est cool. Donc on a un KD qui est là, qui est loin d'avoir sa carrière finie. Il fait encore des meilleurs stats individuels que ce qu'il faisait aux Warriors avant de se péter, donc c'est magnifique, hein, c'est beau. Mais le problème, c'est que bon, il a joué que 24 matchs, et ça, est-ce que c'est inquiétant? Ouais, il y en a certains qui sont pessimistes, en disant que maintenant, il va enchaîner les blessures. Voilà, à voir. Maintenant, c'est quand même qu'une béquille qu'il a pris dimanche dernier. Pour l'instant, il est au repos. Maintenant, est-ce qu'il va les enchaîner, ces blessures? J'espère que non. Les Nets sont prudents, en tout cas, ils ont raison. Moi, je me dis, c'est juste de la prudence. Le niveau est là. C'est ça, il a toujours 32 ans. Il est toujours un scoreur d'élite. Il peut marquer dans toutes les positions, il a toujours l'un des meilleurs offensive ratings de la ligue. Pour moi, c'est quand même une excellente surprise qu'il soit revenu là. Il répond aux attentes, voilà. Il manque que la santé. 24 matchs, c'est trop peu pour que je le mette dans les super top, parce que pour qu'il soit au-delà de mes attentes, en vrai, je doutais pas trop du niveau qu'il allait, j'espérais en tout cas qu'il allait revenir à son niveau, parce que c'est quand même un joueur qu'on aime voir jouer, KD. Par contre, voilà, pour être dans les super top, moi, j'aurais voulu qu'il montre une santé sans faille, même si ses absences n'ont rien à voir avec son tendon d'Achille, il y a quand même encore des failles, donc voilà pourquoi il me semble pas mal dans les tops. On enchaîne avec Joel Embiid, qui, lui, clairement, nous fait une saison de MVP, hein, c'est le 3e meilleur scoreur de la ligue, derrière les deux phénomènes que sont Bill et Curry, il est dans le top 10 des meilleurs rebondeurs, c'est celui qui provoque le plus de lancers francs dans la ligue, parce que, il n'y a pas moyen de l'arrêter, ce gars, hein, c'est simple, quand il est lancé dans la peinture, t'es obligé de lui sauter dessus pour faire faute, c'est un défenseur d'élite, voilà, quelle saison il fait. Moi, ce que je trouve génial, c'est que quand j'avais fait les Awards de 2020, la saison dernière, il était en tête des votes des gens du Discord, des Discordeurs, des Discordistes, comme vous voulez, pour le flop de l'année. Cette année, il était en tête pour le trophée de MVP. Beaucoup le voient comme candidat number one pour ce trophée de MVP. Le seul truc qui peut l'handicaper, c'est les quelques matchs qu'il a manqué. Enfin, les matchs qu'il a manqué. Maintenant, comme je disais, il est juste impossible à stopper au poste. Il a une capacité à envoyer des pull-ups qui est digne d'un arrière presque. C'est du jamais vu, moi, je trouve, pour un gars de son gabarit. Je dis pas pour un pivot, mais je dis pour un gars de son gabarit. Envoyer des pull-ups comme ça, à mi-distance, comme il le fait, avec une telle précision, une telle adresse, c'est un truc de fou. Il est super présent en défense. Je trouve que, il y a un Doc Rivers qui a réussi à tirer le maximum de Joel Embiid. Bravo, je pense Joel a été convaincu par le discours de son nouveau coach. Il a l'air complètement dans ses petits souliers, là, dans ce système des Sixers. Au moins en saison, on verra ce que ça donne en playoff. Pour l'instant, en saison, en tout cas, c'est cool. Voilà, il est capable d'énormes cartons au point, les prises à deux, comme je disais, quand Joel a la balle dans la raquette, c'est soit faute, soit prise à deux, c'est obligatoire, sauf qu'en plus de ça, là où il a fait d'énormes progrès, c'est dans les kick-outs, dans la gestion de ses prises à deux, le Joel. Maintenant, si vous regardez, il y a souvent Danny Green qui est de son côté, et à chaque fois que ça prend à deux, il y a Danny Green qui est là, qui est prêt à sanctionner, et Joel qui est prêt à lui envoyer, donc voilà, ça oblige les adversaires à choisir leur poison. On a là le leader de la meilleure équipe de sa conférence, qu'est-ce que vous voulez dire? Il donne tout pour avoir le MVP en ce moment, par contre, et je sais pas si c'est une bonne chose. J'ai l'impression que il est fatigué, il a mal partout, il grimace souvent, il boitille, il se touche les genoux, et c'est là que j'ai peur pour les playoffs. C'est bien, je trouverais ça mérité qu'il obtienne le trophée de MVP. Bravo pour la volonté qu'il montre en tout cas cette saison. Mais est-ce que c'est là le principal? Je suis pas sûr. Peut-être l'économiser un peu et faire une croix sur ce trophée de MVP en vue des playoffs, ce serait pas mal. Maintenant, je sais que Joel, c'est un joueur qui a besoin de rythme aussi, donc je suis partagé avec ça. En tout cas, voilà, on va rester sur sa saison. J'espère qu'il se blessera pas, mais pour l'instant, il est d'une domination incroyable qui fait que je le mets dans les super tops aux côtés de Jimmy Butler et Clint Capella. Comme vous voyez, pour l'instant, je suis généreux, il n'y a personne à droite. Il va falloir que j'agrandisse les cases, j'avais pas prévu ça. Evan, allez, on passe à Evan Fournier.
qui lui aussi est difficile à juger, je trouve. Il a vécu une saison compliquée à Orlando, parce que collectivement ça ne jouait rien, et surtout il a manqué beaucoup de matchs, parce qu'il était blessé au dos. Les blessures au dos, on sait comment c'est, on met du temps à s'en remettre, c'est compliqué, voilà, en fait, c'est le problème, c'est que c'est pas une blessure qui donne l'impression de nous empêcher de jouer, sauf que c'est une espèce de douleur lancinante, qui est embêtante, qui travaille mentalement, et voilà pourquoi il a manqué beaucoup de matchs. Quand il est revenu, il a fait un très bon retour. Il a jamais marqué autant de points que sa carrière que sur son retour après sa blessure. Surtout que là, il arrive en plein prime, le Evan. Donc c'est maintenant hein, qu'il faut briller. Sauf que bon, là, il a mis des points, je trouve, dans une équipe qui a beaucoup perdu. Et pour moi, ça suffit pas pour me convaincre, quoi. Maintenant, c'est pas à lui hein, que je reproche quoi que ce soit directement. Le pauvre, il y peut pas grand chose, il était dans une équipe qui n'était pas du tout dans l'optique d'aller en play-off, qui pensait je pense déjà à la reconstruction, et qui même avec le retour d'Evan a beaucoup plus perdu que gagné, quoi. Donc voilà, je suis très hésitant entre les tops et les peut mieux faire pour lui, parce que individuellement il a fait mieux que jamais, mais bon, dans une équipe qui n'a pas été aussi mauvaise depuis longtemps, et en fait, je sais pas, c'est difficile de le juger sur ces 4 matchs qu'il a fait à Boston. Il est arrivé, ça a été compliqué, il a fait un 0 sur 10, il n'a pas fait un match génial non plus en suivant, ça a été 2 défaites pour Boston, mais après ça allait bien mieux sur les 2 suivants. Malheureusement maintenant à cause du protocole Covid il est absent, ça pourrait durer longtemps, il était sur une bonne lancée, mais je trouve que... Allez, je vais le mettre dans les peut mieux faire, parce que de toute façon on peut pas mettre tout le monde dans les tops, parce que à Boston, il doit prouver qu'il est capable d'être aussi performant que ce qu'il était à Orlando dans une équipe qui gagne, et malgré un petit aperçu dans un match où il était excellent, il a aussi montré des choses plus mauvaises, donc pour l'instant il peut mieux faire. Maintenant, j'ai confiance en lui, j'espère que il va pas repartir à zéro quand il va revenir après son absence, mais j'ai confiance en lui pour revenir bien comme il faut après son absence, et essayer justement de gratter une place dans ces tops. Donc c'est le premier que je mets dans les peut mieux faire. Tchac. On enchaîne avec Jerami Grant. Qui se serait imaginé il y a 2-3 ans qui pourrait être leader d'une équipe NBA, ce mec? Qui serait imaginé que je puisse le mettre dans ces 30 là? Pas moi. C'est incroyable de penser qu'il en est là aujourd'hui. Bon, par contre, on va pas le cacher, hein, c'est une des teams qui a l'un des 3 pires bilans de la ligue, je pense. Enfin, l'un des pires en tout cas. Donc il faut relativiser ses performances. Mais le truc, c'est quand même avec Jerami Grant, j'ai envie d'aller à l'encontre de mes principes collectifs, parce que je n'en attendais vraiment pas autant de sa part. Donc ok, il fait des stats dans une équipe qui perd, ok, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais clairement les attentes, il les a explosées. J'ai l'impression que... Enfin voilà, j'ai l'impression que des fois je me dis que tu pourrais mettre beaucoup de joueurs à sa place dans ce collectif des Pistons avec ne serait-ce qu'un peu de talent et qui pourraient faire des stats, qui pourraient faire des bonnes choses. N'empêche que je trouve qu'il arrive à jouer plutôt juste dans un rôle de première option, et ça c'est pas donné à tout le monde. Il y a pas mal de joueurs qui marqueraient des points, mais lui il joue juste, et ça j'ai envie de le valoriser. Il est passé de 12 points par match à 22, il est adroit, puis il implique les autres aussi, enfin voilà, c'est pas juste un croqueur en ISO. Franchement c'est cool. Alors du coup... ça va pour cette année. Je peux pas le mettre dans les super tops, hein, par contre. Détroit a un bilan trop mauvais pour ça, même s'il a explosé les attentes. Donc je vais le mettre dans les tops. Et comme je disais, ça va pour cette année, maintenant, sauf que maintenant qu'il a fait une énorme saison, je vais en attendre bien plus de lui. Et s'il continue à faire la même chose dans une équipe qui perd autant, il va passer dans la partie de droite. Mais voilà, pour l'instant, voilà, il a fait bien mieux que les attentes qui étaient placées en lui. Les tops, ça me paraît très très cohérent. Allez, Blake Griffin maintenant. Je savais pas quoi attendre de ce gars. C'est un mec qui est tellement athlétique depuis le début de sa carrière, tellement explosif que sur sa jeunesse, avec toutes ses réceptions violentes après ses dunks, j'ai l'impression qu'il a ruiné ses articulations. On n'a plus du tout le même joueur aujourd'hui que celui qu'on avait aux Clippers, et même celui qu'on avait en 2019 à Détroit. Moi, il m'a fait halluciner ce joueur de 2019. Il marquait 24 ou 25 points par match, il était le créateur numéro 1, c'était un ball handler de ouf, c'était presque lui le meneur de jeu, c'était un vrai franchise player. Pardon. Il a qualifié sa team en playoff. Ouais, j'ai vraiment aimé. Sauf qu'après, il s'est blessé au genou et je me suis presque demandé si sa carrière était pas foutue, quoi, ensuite. J'espérais qu'il puisse revenir en bonne santé, sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Et en début de saison, là, on avait un Blake Griffin chez les Pistons, c'était juste un zombie. C'est un mec qui ne court pas, qui saute pas, qui servait à rien, qui ralentissait le jeu, qui semblait même pas impliqué pour
pour investir les jeunes. Donc bon, c'est vrai que l'arrivée à Brooklyn, là, c'est peut-être une des meilleures choses qui pouvait lui arriver. J'ai l'impression qu'il met plus de volonté, qu'il est toujours impliqué dans la gagne. Mais voilà, maintenant, il a un petit rôle, quoi. Il joue pas 30 minutes par match. Et on n'a plus du tout le Blake Griffin de 2019. Il a seulement 31 ans. Mais je trouve qu'à Brooklyn, il est surtout là pour son expérience. Il est plus l'ombre du joueur qu'il était avant. Je suis désolé Blake, je te mets dans les super flops. Je sais que c'est pas de ta faute, je sais que c'est à cause des blessures. Allez, super flops, j'exagère, hein, mais je te mets dans les flops. Bon, de toute façon, j'ai pas de catégorie super flop. Mais voilà, trop blessé et trop loin de ton level d'avant. Et je suis pas sûr qu'à Brooklyn, Blake Griffin apporte grand chose, à part une présence dans les vestiaires et une petite expérience des playoffs. Une bonne expérience des playoffs. Allez, on enchaîne avec James Harden, que je trouve complètement incroyable depuis son arrivée à Brooklyn. Dommage qu'il soit blessé actuellement, parce que peut-être qu'il serait dans mes favoris pour le trophée de MVP. À voir quand il revient et s'il peut encore prétendre à ce trophée. En tout cas, moi j'avais peur quand il est arrivé chez les Nets. À Houston, je trouvais que c'était un joueur égoïste un peu, qui pouvait monopoliser la balle, genre 20 secondes par possession, qui était très efficace au scoring, rien de doute, qui faisait même pas mal de passes, qui avait des bons chiffres un peu partout, mais je trouvais que la passe c'était un peu le dernier recours et que ses chiffres aux passes sont à relativiser. Il faisait ça après avoir gardé la balle tout le temps, il y avait zéro circulation de balle, et après avoir attiré toute la défense, il ressortait. Donc c'est bien, ça fait des chiffres, mais c'est pas comme ça que la balle circule et qu'on construit un fond de jeu. Et je me demandais ce que ça allait donner à Brooklyn, et ce que je vois, c'est hallucinant. Le meneur de jeu, c'est lui, limite. Enfin, même quand il jouait avec Kyrie, c'était toujours Harden, le meneur de jeu. On avait un Kyrie qui jouait plus sans la balle, off the ball, qui était plus dans les démarquages. Franchement, c'est cool. On a un Harden qui marque toujours entre 20 et 25 points par match. Donc il a fait une croix sur pas mal des points qu'il scorait sur les saisons dernières. Par contre, c'est redevenu le meilleur passeur de la ligue, et dans un mood, dans une ambiance, dans un style de jeu qui est très différent de celui des Rockets. Il garde beaucoup moins la balle, il fait tourner, il a une vision de jeu de fou, il implique tout le monde, on sent qu'il veut la win, tout passe par lui encore, mais de façon bien plus intelligente. Maintenant, au lieu d'être quelqu'un qui monopolise tout le temps et d'être un peu un croqueur, c'est une vraie rampe de lancement. Mais je pense que c'est comme ça le basket de la win. Je vais être honnête, son jeu à Houston me saoulait un peu, et maintenant je vois même qu'il met de l'investissement en défense. De toute façon, il n'y a pas le choix à Brooklyn si on veut gagner, tellement c'est le problème de cette team. Mais voilà, tout le monde doit se donner. Harden montre l'exemple. Je pensais pas qu'il pourrait redevenir ce type de joueur. Je pensais qu'il avait beaucoup trop goûté au fait d'être le meilleur scoreur de la ligue pour pouvoir faire une croix là-dessus. Eh bien non, bravo à lui. Il a montré qu'il était un mec intelligent, qui savait ce qu'il fallait faire s'il fallait gagner. Donc je le mets dans les super top, parce que comme je le dis, s'il n'était pas blessé actuellement, il serait un candidat obvious pour le MVP. Allez, Tobias Harris, voilà, lui aussi, j'ai mis son maillot derrière, c'est parce que je l'apprécie particulièrement, vous imaginez. Et c'est pareil, le mec, il retrouve son pote Doc Rivers des Clippers, avec qui il s'éclate. Mais quand je dis il s'éclate. Cette saison, qu'est-ce qu'il joue juste, qu'est-ce qu'il joue propre. Je trouve surtout qu'il est utilisé très différemment que ce qu'il était utilisé avec Brett Brown. En fait, Brett Brown m'a presque fait douter sur les qualités de ce joueur. Tout ça parce qu'il était juste utilisé sur une coupe, ou en tant que floor spacer qui attendait derrière la ligne à 3 points. Alors qu'en fait, et on le revoit cette année, comme c'était le cas aux Clippers, c'est un vrai créateur, Tobias, qui peut jouer le 1v1, qui peut pénétrer, qui a de bons appuis, qui peut s'arrêter, bloquer ses appuis et balancer un pull-up à mi-distance. C'est devenu un peu sa signature, ça. Mais c'est très très efficace, notamment en fin de match, dans les 4e quart-temps. Il peut vraiment compter sur ce petit jump shoot à mi-distance là, et quand les matchs sont serrés, qu'est-ce que ça a débloqué de situation, qu'est-ce que ça a fait du bien. Il prend ses responsabilités à 4-5 mètres à chaque fois, et avec une vraie adresse de fou. Un peu moins dans les back-to-back, j'ai remarqué, mais en même temps, quand on fait ça à gogo, la fatigue se ressent. Par contre, il est quand même super utile dans les moments clutch, et je me rappelle encore de ses paniers face aux Lakers ou face aux Knicks, quoi. Donc ouais, moi je commençais à me dire que Tobias, ça marcherait pas à Philly, alors que c'était peut-être qu'il était juste mal utilisé, quoi. C'était peut-être juste la faute de Brett Brown qui savait pas faire, ou alors c'est grâce à Doc Rivers qui lui arrive vraiment à tirer le maximum du potentiel de ce joueur, peu importe, sûrement les deux, mais je veux aussi mettre beaucoup de crédit à Toby qui cette saison montre tout son panel dans une équipe qui win, et en plus c'est pareil, il a montré, je le mets en super top, pour moi voilà, il est bien au-dessus que ce que j'attendais. Son équipe gagne, il est fort, et en plus de ça, il montre de l'investissement en défense, et ça c'est propre, et je suis très content que Tobias, parce qu'il a les outils, mais jusque-là il défendait pas top, et là franchement c'est cool, c'est cool. Petit coup d'eau.
On enchaîne sur Gordon Hayward. La prochaine fois, peut-être que je couperai ces moments où je bois de l'eau, mais on a dit authentique, on est dans le vrai, donc vous voyez tout. Donc on enchaîne sur Gordon Hayward. Et c'est marrant, c'est un peu comme Tobias, je l'attendais pas vraiment si haut. J'ai pas trouvé fabuleux pendant ces 3 ans à Boston, enfin les 2 ans à Boston, parce qu'il a fait une année quasiment complètement blessé, à part le premier match. Dans son rôle d'option 3, je trouve qu'il a jamais vraiment trouvé sa place derrière Tatum et derrière Jaylen Brown. Et je me suis demandé si ce qu'il avait montré à Utah, c'était pas qu'une illusion en fait. Alors ça se sévère, mais en fait je me suis plutôt demandé si après sa grave fracture, il reviendrait au niveau qui était le sien. J'ai l'impression qu'il avait peur de jouer comme avant, j'ai l'impression qu'il avait peur de se répéter, qu'il voulait plus trop rentrer dans la raquette, je trouvais plus craintif, moins incisif, je commençais même à le voir comme un role-player surpayé, et bien non en fait, l'ère de Charlotte lui a fait du bien, à croire qu'il voulait vraiment y aller chez ses Hornets, parce que je me rappelle quand il était free agent restrictif avec Utah, il avait accepté une première offre des Hornets, qui a été égalée finalement par le Jazz, donc apparemment c'est une équipe dans laquelle il voulait aller, dans laquelle il pensait pouvoir s'épanouir, et comme quoi, suivre ses envies, ça a du bon, parce que je trouve qu'il s'épanouit vraiment. Il joue juste, c'est un leader expérimenté, qui a droit à 2 points et à 3 points, qui pénètre beaucoup plus, qui prend des rebonds, qui fait des passes, qui crée, et qui se comporte tout simplement en vrai franchise player, dans une équipe qui elle aussi, est beaucoup plus haute que ce que je le pensais. Il y a un peu une chute, hein, ça va un peu moins bien, mais c'est aussi parce que Hayward est blessé, que LaMelo Ball est blessé, même si j'ai vu qu'il allait revenir, hein, tant mieux. Mais quand Hayward est là, ils sont à 24 victoires pour 20 défaites, donc Charlotte est bien au-dessus que ce que j'imaginais, parce que Hayward est bien au-dessus que ce que j'imaginais. Jamais j'aurais imaginé que collectivement et individuellement Hayward en soit là. Donc je continue dans mes super flops, j'en mets un 6ème, et ça y est, j'ai autant de gens dans mes super flops, dans mes super tops, pardon, c'est pas bien de dire ça d'Hayward. Et ça y est, j'ai autant de joueurs dans mes super tops que dans mes tops. Ok, on enchaîne avec Jrue Holiday des Bucks, qui est dans un tout nouveau rôle d'option 3, lui, dans une équipe qui gagne. Jamais il a été dans ce rôle dans sa carrière, et je trouve que c'est mérité, tellement c'est un joueur qui s'est battu toute sa carrière. Maintenant, forcément, il a mis un peu de temps à prendre ses marques, on peut pas lui en vouloir. Il était utilisé comme un 2, bon, il portait la balle quand même, il faisait pas mal de passes, il créait, mais il était quand même utilisé aussi comme un 2 à Nola, à côté de Lonzo Ball. Là, c'est un vrai meneur à Milwaukee. Et pourtant, ce qui est curieux, c'est qu'en étant vraiment meneur à Milwaukee, je trouve qu'il porte un peu moins la balle. En même temps, on a un Chris Middleton, on en parlera plus tard, qui est un créateur, on a un Giannis qui forcément est un créateur, donc tout ça, ça implique une nouvelle façon de jouer pour Jrue Holiday, et je trouve qu'il s'en sort très bien, il est adroit de loin, il profite bien des positions, et surtout, il défend le plomb, quoi, c'est un gros défenseur. Jamais il a fait autant d'interceptions. Jamais, comme je disais, jamais il a été dans une team qui gagnait autant, son rôle il le remplit bien, il fait ce qu'on attend de lui, je pense qu'il sera très précieux pour les playoffs, parce qu'il a un vrai QI basket, une vraie intelligence en attaque, mais surtout on pourra le mettre en mission sur un arrière adverse, je sais pas là, si tout restait comme ça, on pourrait avoir un Milwaukee-Brooklyn au 2e tour, et franchement mettre un Jrue Holiday sur un Kyrie ou sur un James Harden, ça pourrait faire beaucoup de bien à ces Bucks, et là-dessus je pense que... Voilà, je pense que Jrue apporte vraiment quelque chose d'intéressant à cette team de Milwaukee. C'est pas le mec le plus flashy, c'est pas le mec le plus sous les projecteurs. Je trouve qu'il l'est encore moins que ce qu'il était à la Nouvelle-Orléans. Mais c'est un joueur très intelligent en attaque comme en défense. Je peux pas le mettre dans les super tops non plus, hein, parce que c'est bon. Ça, c'est réservé aux meilleurs. Par contre, je peux le mettre clairement dans les tops, parce que il fait ce qu'on lui demande de façon plutôt cool dans une équipe qui est dans le top 3 de sa conférence, quoi. Allez, j'enchaîne avec Kyrie Irving. Kyrie Irving, je sais pas trop quoi en penser de ce mec, il me perd. Je vais être clair, il me perd. C'est un excellent joueur, hein, il a un handle qui est all-time, une capacité à se créer des espaces et à profiter de toutes petites fenêtres, pour moi c'est du jamais vu. Il est intraitable en ISO, il peut casser les chevilles de n'importe qui, il peut être très clutch, il a un gros QI basket, il a une vraie compréhension du jeu, quand il peut tout péter, il arrive à tout péter, il est très efficace, il a une sélection de tirs qui est très intéressante, qui est très réfléchie, et il fait de moins en moins de déchets, donc ouais, on a clairement, hein, je peux pas lui enlever ça, on a un super joueur avec Kyrie Irving. Par contre, il y a des choses qui me questionnent. Parce qu'il fera ses stats, hein, pas de souci, mais j'ai envie d'être sévère avec lui.
Parce que, ok, c'est pas tout le temps le cas, mais des fois ça arrive. Il peut avoir un body language que j'aime pas du tout. Je le vois des fois sourire quand ça perd, qu'il râle contre les autres. Je trouve dans ces moments-là absolument pas fédérateur. Et il y a des matchs où il a pas du tout envie, et ça se voit, je trouve, et ça pénalise l'équipe. Donc maintenant, c'est pas tout le temps, hein, c'est pour ça que c'est sévère, parce que ça, c'est un match sur 4 ou 5. Mais je sais pas, de Kyrie, on attend vraiment que ce soit un leader qui soit là tout le temps. Et quand il a cette attitude que je n'aime pas, c'est des fois où il passe à côté. Il passe à côté, pas parce que il met pas les shoots ou que ça rentre pas. Si c'était une panne d'adresse, je pourrais lui pardonner. Mais voilà, parce qu'il a pas envie. Donc je répète, hein, je dis pas que Kyrie Irving joue toujours comme ça, ce n'est pas du tout une généralité. La plupart du temps, il est dedans, il est très motivé, il communique avec les autres, il a même l'air très apprécié dans sa team, notamment dans les vestiaires, notamment par... j'ai lu des déclats de Joe Harris qui disait que c'était un vrai leader. Donc tout ça c'est bien, mais je sais pas, je me demande s'il est pas un peu bipolaire. Il y a des matchs, tu sens que il est énervé, il est pas là pour jouer, ouais, c'est dommage, et j'attends d'un leader qui soit là tous les soirs, moi qui montre l'exemple tout le temps. Donc voilà, j'ai des attentes très élevées en Kyrie Irving, parce que je pense que ça peut être un joueur qui pourrait un jour être du calibre du MVP, sauf que pour ça, j'ai besoin de plus de régularité et d'envie chaque soir, et peut-être d'un caractère plus constant. J'ai pas vraiment du tout envie de voir ce côté je m'en foutiste et nonchalant en playoff. J'espère que ça va le motiver, et je pense que vraiment il peut mieux faire. Donc ouais, let's go, je le mets là, quoi. Allez, j'enchaîne avec Zach LaVine, qui lui aussi est compliqué à juger. Il y en a pas mal, hein, qui sont compliqués à juger. Individuellement, clairement, et en attaque, il fait sa meilleure saison en carrière. Il donne tout, il est très 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 agressif, il a une grosse adresse, il est très efficace, il est très dur à défendre, et je le trouve même plus partageur qu'à l'époque. L'arrivée de Billy Donovan lui a fait du bien, lui a fait comprendre qu'il pouvait pas gagner tout seul, et je trouve qu'il y a du mieux. Mais juste un peu de mieux, parce que pour moi, c'est toujours le souci avec les Bulls. Il n'y a pas de vrai créateur à côté de LaVine, et LaVine, je me pointe à chaque fois, on va dire LaVine, tout passe trop encore par lui. Et maintenant, il a pas trop le choix, hein, on peut pas vraiment lui reprocher, parce qu'il y a personne d'autre pour créer comme il le fait. Forcément, il doit faire beaucoup de choses. Tout est autour de lui, tout le système est autour de lui au périmètre, et on gagne pas tout seul. Maintenant, je trouve qu'en plus de ça, malgré le manque de création, l'effectif est plutôt bon. L'arrivée de Vucevic va faire du bien. Tadeusz Young, j'adore. Patrick Williams, c'est très prometteur. Daniel Theis, je trouve que c'est une bonne arrivée également. Sauf que là, pour l'instant, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Il y a eu la victoire contre les Celtics qui a fait du bien, mais globalement, là, les Bulls ne gagnent pas. En plus de ça, LaVine, là, il est absent à cause du protocole Covid. En tout cas, voilà, moi, j'aime bien prendre le match contre Atlanta comme exemple. Le mec, il met 50 points. On a un Vooch qui met 25 points. Et pourtant, ça perd, quoi. Donc clairement, là, on pensait que, avec la deadline qu'ils ont faite, les Bulls allaient se qualifier en play-off les doigts dans le nez, et là, ce n'est pas le cas. Ça va lutter jusqu'au bout pour le play-in, et pour moi, c'est qu'il y a un souci quand on a de tels noms, et ce souci, je pense qu'il vient clairement de la défense, et il y a Vooch qui a des soucis, on en parlera plus tard de ce côté-là, mais LaVine, c'est aussi assez catastrophique. Il essaye un peu de défendre un peu plus, mais c'est le gros souci de cette équipe de Chicago, l'impact défensif. Je pense que c'est aussi pour ça que ça gagne pas. Individuellement, il fait sa meilleure saison en carrière, clairement, mais pour l'instant, force est de constater que ça ne fait pas gagner les Bulls, malgré l'arrivée de Vooch. Il en aurait été là avant l'arrivée de Vucevic, donc c'est un peu tôt pour juger par rapport à ça, j'en suis très conscient. Mais pour l'instant, sur ce faible échantillon, il n'a pas montré qu'avec Vooch, il pouvait gagner. Et je pense que ça, c'est à cause de la défense. Donc, je pense qu'il peut mieux faire. Soit en impliquant plus Vooch, soit en défendant plus. Peu importe, c'est pas mon problème. Il faut qu'il trouve comment gagner des matchs. Et ça, ce sera nécessaire quand on a un tel talent. Kyle Lowry. 34 ans, Kyle Lowry, ça commence un peu à sentir la fin de carrière, je vais le dire maintenant. Toujours un leader vocal, mais il se transforme beaucoup plus en vétéran très utile, intelligent et malin.
alors il a jamais été un franchise player, mais pas loin quoi. Quand All-Star, en tout cas, il a plus du tout l'impact d'avant. Ça se voit pas forcément dans les stats, mais sur le terrain, quand même, c'est assez flagrant. Il court moins, il est moins explosif. En défense, il revient moins bien. Il a plus de difficultés à tenir son gars. Maintenant, il peut toujours lancer un système sur jeu placé. Il peut toujours utiliser son expérience. Il peut toujours mettre quelques triples. Mais c'est plus le même joueur, quoi. Pareil en défense, comme je disais, il pourra provoquer quelques charges, mais il va pas pouvoir contenir n'importe qui non plus. Il utilisera sa science du jeu, mais il lui manque la forme de la jeunesse, quoi, l'explosivité et tout ça. Donc il y a tout plein de raisons qui expliquent que Toronto n'y arrive pas cette saison. Et Laurie c'est peut-être pas la principale, quoi, mais il en fait partie de ces raisons. Donc voilà, lui c'est... autant Blake Griffin je l'ai mis dans les flops parce que il était blessé, Laurie je vais le mettre à côté parce que son âge ne lui permet pas d'être le joueur qu'il était avant, et au vu de ce qu'il a montré les saisons précédentes, je pensais pas que ça allait diminuer si vite, j'en attendais sûrement plus de Kyle Lowry. Maintenant, personne n'est éternel. Chris Middleton, allez, un troisième buck après... un troisième buck après Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday. Pour Chris Middleton, moi j'adore vraiment ce qu'il fait. C'est un joueur très intelligent, je trouve, des deux côtés du terrain aussi, qui est de plus en plus impliqué à la création. Je trouve ça très intéressant, ça soulage un peu Giannis. Il a augmenté son nombre de passes décisives, et je trouve que c'est le cerveau de cette équipe des Bucks. Hein. Voilà, comme je le dis, un mec intelligent, et qui est dans l'ombre, mais qui est nécessaire pour qu'un mec comme le Greek Freak puisse briller. Il peut porter la balle, il peut il peut la lâcher, il peut créer, mais il peut aussi jouer sans la balle, il peut couper, il peut tirer de loin, il peut être clutch, puis il peut défendre dur. Non, j'aime beaucoup. Déjà qu'il était dans l'ombre, en fait, j'imaginais qu'il le serait encore plus avec l'arrivée de Jrue Holiday, notamment à la création, et résultat, comme je disais, jamais il a fait autant de passes, jamais il a été aussi adroit, donc voilà, ok les Bucks, comme je disais pour Jrue et pour Giannis, ils seront pas premiers, mais on s'en fout, l'idée c'est d'avoir un vrai fond de jeu d'ici les playoffs, d'avoir plus de solutions que celles qui ont été pénalisantes la saison dernière. Middleton apporte ça, il remplit très bien son rôle, je le trouve encore meilleur que les saisons d'avant, même si je sais que certains le critiquent. Je vais pas le mettre dans les super tops non plus, mais je le trouve bien dans les tops avec Giannis et Jrue Holiday, parce que voilà, il aurait pu être dans les super tops si les Bucks sont premiers à l'Est, mais ce n'est pas l'objectif de cette team de Milwaukee cette saison. L'objectif, c'est les playoffs. Victor Oladipo, je vais être cash, hein, je suis hyper déçu. Il est où le All-Star qu'on avait Indiana à Houston? C'était une catastrophe monumentale. Sa sélection de tir était toute pourrie, c'était à vomir. Ses choix offensifs étaient très suspects. Je trouvais qu'il était peu impliqué. Il avait des beaux discours dans la pièce en disant faut écouter le coach, blablabla, sauf que sur le terrain il montrait rien de tout ça. J'ai l'impression, en plus de ça, il contredisait souvent John Wall dans ses déclarations. J'ai l'impression que l'entente était vraiment pas au top. Il était jamais dans le flow du jeu, il forçait trop, enfin ouais, il essayait d'enfiler un costume de sauveur qu'il n'arrivait pas à assumer. Je m'étais dit que le transfert à Miami serait salvateur, c'est ce que j'espérais en fait. Sauf qu'il a joué que 4 matchs avant de se blesser, et pendant ces 4 matchs, il a pas montré grand-chose, hein. Il était toujours dans cette dynamique bizarre, à vouloir trop en faire. C'est peut-être juste pas un franchise player, donc on s'attendait à ce qu'il le devienne, mais c'est peut-être juste pas un franchise player. Moi en tout cas, je commence à m'y faire, mais lui, il semble pas s'y faire, il a toujours envie d'avoir ce niveau, et c'est ce qui gâche un petit peu son impact, je trouve, parce que il en fait trop. Il en fait trop, pourtant je suis sûr qu'il peut être utile, dans un rôle un peu moins prégnant, en défendant plus, en se battant plus. Enfin voilà, c'est un gars qui sait faire tout ça, qui est un hustler aussi. C'est juste que moi, je veux qu'il arrête de prendre 15 shoots pour en mettre que 3, quoi. J'ai envie qu'il laisse plus le jeu venir à lui. Et j'espère que Spoelstra le remettra vraiment sur le droit chemin. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis obligé de le mettre dans les flops lui aussi. Le troisième, après Griffin et Kyle Lowry. Julius Randle des Knicks maintenant. On va pas en parler des heures, j'en parle très souvent dans mes vidéos, en même temps il y a de quoi en parler. C'est une des révélations de la saison, hein. C'est plus du tout le gars égoïste qui ne se battait pas, qui jouait que en ISO, qui donnait l'impression de n'en rien avoir à foutre de la win et qui jouait que pour ses chiffres et son salaire. Je dis pas que c'était le cas, hein, mais en tout cas c'était l'impression que ça donnait. Et là on a un Tom Thibodeau qui l'a transformé.
Et je pense qu'en fait, c'est le genre de gars qui marche à la confiance. On a un Tibbs qui lui a montré, il lui a dit, vas-y, je te fais confiance, les clés du camion, elles sont pour toi. C'est le joueur qui joue le plus en NBA, il joue 37 minutes, et Randle, il avait besoin de ça. Un mec en disant, voilà, je suis important aux yeux d'un coach, j'ai envie de répondre à ses attentes, et de lui montrer que je mérite qu'il m'ait placé si bien. Et donc voilà, je le voyais comme un mec, je le voyais que comme un mec individualiste, qui jouait que un ISO, un tank qui allait jouer bêtement, et pas du tout. Cette saison, il montre qu'il a du QI basket, qui crée pour lui, bien sûr, toujours, qui peut prendre les matchs à son compte, mais qui peut aussi créer pour les autres, jouer plus intelligent, pratiquer un basket de la win. Il a une attitude de compétiteur, il a la rage, il peut être clutch, en tout cas, il prendra ses responsabilités. Voilà, il a des limites en défense, c'est vrai, mais il arrive à compenser avec son gros coffre, avec son envie. Tout ça, je m'y attendais pas. Notamment ses gros progrès dans la compréhension du jeu. Il est dans sa sélection de tir. Il est passé de 27% à 3 points à 40% à 3 points. Et ça, c'est tout simplement en soignant sa sélection de shoot. Et en prenant les shoots qui venaient à lui. Ce que Oladipo ne fait plus, en fait. On en parlait juste avant. Donc Thibodeau est responsable de ça, mais pas que. Julius a su embrasser toute la confiance qui était mise en lui. Et pour ça, bravo, je le mets dans les super tops sans aucun doute. Terry Rozier, Scary Terry. Alors peut-être pas vous, mais moi, je l'ai jamais vu vraiment comme un leader. C'était un remplaçant de luxe aux Celtics qui, j'avais l'impression, ouvrait bien trop sa bouche. Parce qu'il voulait un gros rôle, il voulait un gros rôle, il voulait un gros rôle. Il clamait haut et fort qu'il devait être titulaire, qu'il devait peut-être être même presque franchise player. Je me disais, ok, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais je croyais pas trop en lui. Moi, je me disais, ok, il peut être titulaire, il peut faire partie des meilleurs scoreurs d'une team, mais en croquant dans une équipe de fond de tableau, quoi. Je le voyais pas leader dans une team qui gagnait. Trop de déchets, trop de mauvais choix, trop de balles perdues. Et cette saison, alors on n'en est pas au niveau de Randle, mais pas loin, non, leurs niveaux sont pas comparables, mais en tout cas, au niveau de la réponse aux attentes, en tout cas les miennes, je trouve qu'il répond très bien cette saison. C'est tout l'inverse de ce que je pensais. Il n'a jamais aussi bien shooté. Ses tirs sont bien pris. Il est à plus de 40% à 3 points. Il perd moins de 2 ballons par match. C'est un super slasher qui est puissant, qui est vif, qui est rapide, qui est explosif, qui met de l'énergie en défense, qui hustle. Voilà, c'est pas non plus un défenseur d'élite. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais jamais il a fait d'interception, juste parce qu'il a de l'envie, quoi. Lui aussi, il joue, en fait, comme j'aimerais qu'Oladipo joue, avec cette envie, avec cette réflexion un petit peu, et qui prend ce qu'on lui donne. Pour moi, c'est vraiment une grosse surprise cette saison, Terry Rozier. Et tout ça, je m'en suis rendu compte dès le premier match. Je me rappelle, il a ouvert cette saison avec 42 points, et depuis, il fait régulièrement peut-être pas, mais il a fait bien plusieurs cartons au-dessus des 30 points. On a des Hornets, je le disais pour Hayward, qui sont qualifiables pour les playoffs. Jamais je les attendais si haut. Il m'a bien fait mentir. Quand il est parti des Celtics, je m'étais dit ça va flopper. Et non, ça a super top, ça ne floppe pas. Donc je le mets ici. On enchaîne avec Domantas Sabonis, qui vit une saison compliquée collectivement aux Pacers. Il y a eu beaucoup de blessures, on a un TJ Warren qui est absent toute la saison, et en plus de ça, il y a eu énormément de mouvements. Il y a eu les départs de Victor Oladipo, de Caris LeVert, qui n'ont pas vraiment été remplacés en plus. On a un Malcolm Brogdon et un Miles Turner qui sont pas hyper réguliers. On a un Brogdon qui joue très intelligemment, je l'aime bien, qui joue très juste, mais je le trouve pas assez agressif tout le temps, même s'il y a quand même du mieux, je trouve, ces derniers temps de ce côté-là, mais qui parfois s'efface un peu trop. Et on a un Turner, c'est l'inverse. Lui, il est presque trop agressif, trop volontaire, mais parfois, il se fait dépasser par son envie, et sa naïveté, il fait pas forcément tout le temps les bons choix. Et heureusement, au milieu de tout ça, on a un Domantas Sabonis qui apporte une certaine stabilité. Il est partout, il met des points, il prend des rebonds, il fait des passes, il distribue, il crée. Avec lui, on a l'assurance d'un double-double presque à chaque match, c'est fort. C'est pas un expert de la défense, mais ce qu'il fait, ça suffit. Il met pas de contre, mais il arrive à gêner avec son placement, sa lecture du jeu. Ça suffit. Enfin voilà, c'est un mec intelligent, c'est un leader. C'est un intérieur un peu atypique, à la Bam Adebayo, qui peut vraiment dribbler, qui peut passer, qui a remporté le Skills Challenge, je le rappelle. Bon, j'avais pas parié sur le bon cheval ce jour-là, mais il y en a qui se reconnaîtront, qui avaient parié sur lui, et bravo à eux. Voilà, sauf que bon, Indiana collectivement est pas à la hauteur. C'est pour ça que je vais pas le mettre dans les super tops non plus, il fait à peu près ce que j'attendais de lui, et même mieux individuellement. On peut pas en vouloir à Domantas Sabonis si Indiana n'est pas là où on les attendait, parce que justement, à mon avis, c'est lui qui fait que Indiana n'est pas encore plus bas. Donc je le mets dans les tops. Colin Sexton maintenant. Colin Sexton. Si on parle que collectivement,
Un joueur des Cavs, j'ai envie de le mettre directement sur cette droite. Quelle déception de ces Cavs, surtout vu comment ils avaient commencé la saison, quoi. Ils montraient une grosse défense, ils montraient de l'envie, ils avaient chopé de grosses wins. On avait un Colin Sexton qui était incroyable. Moi, je me rappelle encore, l'un des rares matchs où à Brooklyn, il y avait KD, Harden et Kyrie. On a un Sexton qui a planté 42 points et des Cavs qui ont battu les Nets. J'ai trouvé ça fou. Enfin, on a un gars qui est vraiment responsabilisé, qui fait peu de déchets, je trouve, malgré son jeune âge, qui tire à pas loin de 50%, allez, entre 48 et 50%, et qui est très prometteur. Donc tout ça, c'est intéressant. Maintenant, j'ai aussi un peu la vision, comme Jeremy Grant. C'est bien d'être le leader, de jouer propre dans une équipe NBA. Franchement, c'est très fort, et je veux pas lui enlever ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui, responsabilisés comme Sexton le serait, pourraient aussi exploser leurs stats? Donc c'est pour ça que je peux pas le mettre dans les super top. Il n'y a pas assez de wins pour ça à Cleveland, surtout après le début de saison qu'ils ont fait. Je m'étais mis à presque avoir des attentes les concernant. Maintenant, c'est plus le cas. Donc voilà, je le mets dans les tops. Maintenant, pour viser plus haut, il faudra qu'il fasse la même chose dans une équipe qui win. Et par contre, l'année prochaine, c'est comme Jeremy Grant, je disais, j'en attends beaucoup de lui. Et s'il fait la même chose dans une équipe qui ne gagne pas plus, il passera vite vers la droite, je pense. Parce que refaire une saison comme celle-là avec peu de wins ne me suffira pas. Allez, on passe à la dernière ligne, Ben Simmons maintenant, qui est un défenseur vraiment, vraiment au top, qui pour moi est candidat pour le Deepoy, qui est un joueur collectif par excellence, qui laisse le scoring à Joel Embiid et à Tobias Harris, qui a réussi à s'effacer et à faire tout le reste. Il implique les autres, tout ça c'est fort et ça marche, hein. C'est pas par hasard si les Sixers gagnent, et il y a plein de gens qui le critiquent, qui le voient comme un super flop parce qu'il ne fait pas les stats offensive notamment et au nombre de points que ce que les gens aimeraient, mais mine de rien, c'est un pion essentiel dans le collectif de Doc Rivers, et d'ailleurs ça s'est vu, à chaque fois qu'il est pas là, Philadelphie galère. Là, c'était le cas lundi soir face aux Warriors. Bon, il y avait un Curry qui était complètement incroyable, mais un Simmons en défense déjà aurait fait du bien, et aussi à la création, et aussi en contre-attaque. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais le mettre automatiquement dans les tops, même si je l'aime bien, le French Prince, le French Prince, c'est Frank Ntilikina. Le Fresh Prince, le prince de Bel-Air. C'est vrai, et ça je peux pas le nier, quand on regarde ses stats, son nombre de points, son nombre de passes, son adresse, tout a diminué. Et ça se voit encore plus depuis le All-Star Break. En fait, moi, c'est vraiment depuis le All-Star Break que ça m'inquiète un peu. Pendant l'absence de Joel, j'espérais qu'il soit vraiment plus responsabilisé, et il confondait un peu vitesse et précipitation. Il partait beaucoup en contre-attaque, il allait trop vite, quoi. Il perdait beaucoup de balles. Je vais pas parler de son shoot extérieur, à mon avis, il pourra vivre sans. Mais voilà, pour un gars qui a la vision de jeu, qui arrive à anticiper comme ça, il manquait un peu de qualité d'exécution. Il voulait aller trop vite, et voilà, ça réussissait pas, et ça créait du déchet, et ça me décevait un peu. Je trouve aussi un peu parfois nonchalant. Les Sixers sont premiers à l'Est, c'est bien, sauf que des fois, quand il y a plus 10, le match n'est pas gagné, donc c'est bien d'arrêter de balancer des alley-oops et de se mettre à sourire à la moindre occasion. Il y a pas mal de fois où les Sixers se sont fait remonter au score, et parce que il en fait trop en attaque et qu'il pense que le match est gagné. Moi, ça, j'aime pas trop. C'est un joueur que j'adore, pourtant. C'est peut-être même un de mes joueurs préférés, je me confie en ce moment, je kiffe ce genre de joueur. Par contre, venant d'un numéro 1 de draft comme lui, je ne peux pas me satisfaire d'un joueur qui est une élite défensive, quoi. Il est élite de chez élite, en défense, il n'y a pas de souci, il peut défendre sur tous les postes et tout. Il fait même une très grosse saison, mais notamment en attaque, je pense qu'il peut mieux faire. Pour un numéro 1 de la draft, je pense qu'il peut mieux faire. Maintenant, je m'inquiète pas trop non plus, les Sixers gagnent quand même, il fait ce qu'il faut, mais ouais, s'il arrive à passer ce step où il corrige ses déchets, sa précipitation et cette petite nonchalance, les Sixers pourraient être encore meilleurs. Et là, voilà, ce n'est pas le cas. Donc je suis sévère avec Ben, mais on est toujours sévère avec les gens qu'on aime. Je le mets ici. On enchaîne avec Jason Tatum. Tatum qui pour moi est censé quand même être du calibre de MVP. Pour moi, c'est lui le premier responsable qui doit porter les Celtics au sommet de sa conférence. Maintenant, il a des stats individuelles très bonnes. Un MVP, il pourrait tourner à 26 points par match, comme il le fait. Il marque plus que l'année dernière, il prend plus de rebonds, il fait plus de passes, il a une meilleure adresse. Mais voilà,
Un MVP, comme je dis, doit porter son équipe vers la win, et les Celtics ne gagnent pas autant que prévu, même s'il y a du mieux dernièrement. On le disait plus tôt, hein, ouais, ça monte en puissance, enfin. Par contre, les 2 premiers tiers de la saison, on avait un Jason Tatum qui était pas irréprochable, loin de là, il était irrégulier au sein d'un même match, et ça, j'ai du mal, j'aime bien les gens constants. C'est comme s'il lui manquait cette gouaille un peu d'être un leader tout le temps, il peut avoir de longs passages à vide, des passages dans lesquels il s'efface, et moi je veux le voir mort de faim tout le temps, pendant les 48 minutes d'un match, je veux qu'il puisse porter sa team pendant les 48 minutes d'un match, ou au moins pendant tout le temps qu'il est sur le parquet. Des fois, c'est pas le cas, il peut avoir tendance à subir, et c'est les Celtics qui en pâtissent, hein, parce que ça suffit pas toujours de se réveiller dans les moments qui comptent. Donc voilà, maintenant lui aussi il monte en puissance, il a mis 53 points face aux Wolves l'autre jour, il en a mis 44 face aux Warriors aussi, et c'est ça le Tatum que je veux voir. C'est pas le Tatum qui a mis que 14 points face aux Lakers, et qui semble complètement effacé par exemple. Heureusement hein, que, comme on le disait, Jaylen Brown arrive à prendre le relais parfois, et il est vraiment sous-estimé, je pense, Jaylen Brown d'ailleurs, parce que lui, justement, va empêcher Tatum, enfin, quand Tatum n'est pas là, va empêcher Boston de couler. Je suis très exigeant, je me rends compte aussi avec Tatum, et c'est aussi un peu comme avec Simmons. J'en attends plus de ce gars, donc je pense qu'il peut mieux faire. Il y a du mieux lui aussi, Boston, il y a du mieux aussi, mais pour l'instant, pas encore assez pour que je le mette dans mes cases vertes. Pascal Siakam maintenant. Alors lui, on l'attendait pas comme un MVP, mais on l'attendait quand même comme un franchise player. Avec le départ de Kawhi Leonard, la franchise lui appartenait, hein, il avait les clés, et sur le début de la saison dernière, il était même un candidat MVP. Donc il avait des stats incroyables, il marquait dans toutes les positions, il partait en contre-attaque comme une flèche, et Toronto gagnait. Le mec, franchement, je ne l'attendais pas si haut en début de saison dernière, et il m'a fait halluciner. Je le croyais pas du tout capable d'être un go-to guy, et pourtant il en montrait toutes les qualités. Sauf que depuis la pause due à la pandémie, c'est plus du tout le même joueur. On a un mec qui n'arrive plus à mettre un 3 points, qui a une adresse extérieure cata, qui force beaucoup trop pour compenser, qui essaye de marquer autrement, parce que il veut l'assumer, ce statut de franchise player, sauf qu'il force bien trop, il veut trop en faire, quoi. Donc, est-ce qu'il super-formé sur le début de saison dernière? Est-ce que c'est la pause qui lui a fait du mal? Je sais pas, sauf que le résultat, c'est qu'on attend de Siakam qu'il soit un franchise player dans une team qui win, et non seulement il n'est pas franchise player, je suis même pas sûr que ce soit vraiment lui le franchise player à Toronto cette année, mais en plus Toronto win pas. La situation est très complexe hein, maintenant pour ces Raptors qui sont obligés de jouer à Tampa, qui ont un effectif qui bouge quasiment tous les soirs, avec le protocole Covid ils ont de nombreux absents, j'avoue hein, je vais pas le nier, le contexte est très compliqué. Mais on le disait, par exemple à Indiana, un Sabonis, il arrive quand même à porter sa team malgré ce contexte compliqué. Siakam, il n'y arrive pas, il est en perte d'efficacité, il est trop irrégulier, je trouve qu'il a trop peu d'impact sur les wins de son équipe hein, cette année. C'est le meilleur scoreur de Toronto, ok, et encore de peu, mais je trouve limite que Van Vliet et Laurie s'affichent plus en leader que lui. Donc ouais, désolé Pascal, cette saison, tu m'as déçu, que ce soit collectivement ou... Alors, c'est pas toi qui m'as déçu, hein, mais c'est ton jeu qui m'a déçu, que ce soit collectivement ou individuellement. Allez, il en reste plus que 3 des joueurs, on va recentrer ça. Tchac. Et on commence par Nikola Vucevic, qui lui vient d'arriver à Chicago, et ce qui montre est assez intéressant individuellement. Ses doubles-doubles sont très constants, il met plus de 20 points de façon régulière, sauf que depuis qu'il est là, pour une équipe qui, avec ce recrutement, se doit de faire les playoffs, depuis qu'il est là, ils sont à 4 ou 5 wins pour 9 ou 10 défaites. Et c'est pas assez de gagner un match sur 3, franchement, ça ne suffit pas pour Chicago. Si j'avais dû juger juste pour ce qu'il a fait à Orlando en début de saison, je pense que j'aurais été moins sévère. Parce que, ok, il perdait beaucoup en faisant des bonnes stats, mais je trouve qu'il portait l'équipe et que sans lui, elle se serait complètement noyée. Il mettait de l'intensité en attaque tous les soirs, et sa sélection All-Star, malgré le faible nombre de wins de sa team, je trouve qu'il l'a mérité. Maintenant, voilà, c'est son arrivée à Chicago qui m'a posé beaucoup de questions. Il fait toujours de bons chiffres, mais ça gagne toujours pas, hein, on le disait pour Zach LaVine. Je peux trouver des bonnes excuses, comme le manque d'alchimie avec cette équipe, le fait de devoir prendre à nouveau ses marques, le fait de ne pas savoir comment jouer avec LaVine, mais en plus de ça, l'alchimie, vu l'absence de l'arrière, elle est pas prête d'arriver, sauf que il peut mieux faire, il est trop peu impliqué en défense, ça m'inquiète aussi, c'est le problème de Chicago, donc il apporte de bonnes choses à ses Bulls, mais toujours pas de win, donc je le mets en peut mieux faire, parce que je suis persuadé qu'il peut mieux faire avec Chicago, et ce qui lui manque, c'est comme LaVine, hein, qui est juste au-dessus, là, qu'on voit dans ma case,
prouver que son basket peut amener une team à la victoire. C'est nécessaire pour un joueur du calibre de Nikola Vucevic, quoi. Allez, plus que deux meneurs maintenant, Russell Westbrook et Trae Young. On commence par Russell Westbrook, que je vais encore dire que j'ai du mal à le juger. Lui. Il y a pas mal de joueurs en fait que j'ai du mal à juger. Le gars déjà, c'est pour ça que c'est compliqué. Il tourne un triple-double de moyenne. Donc, je le disais plus tôt, moi je suis pas du tout d'accord pour dire qu'il joue que pour ses stats. C'est un mec qui veut gagner, qui met de l'intensité, qui est un leader dans le vestiaire, un peu trop émotif c'est sûr, hein, mais qui arrive à impliquer les autres, qui veut la win, qui donne tout, sûrement trop, et l'équipe le suit. Donc déjà, chapeau pour ça. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a en fait. Il se bat pour sa team, il se bat pour ses coéquipiers, il se bat pour la win et il donne ses triples. Et je trouve que beaucoup de gens sont très très sévères avec lui. Surtout que plus on avance dans la saison et plus je trouve qu'il montre ce côté hustler que j'apprécie énormément. Donc voilà, malgré ses déchets, malgré son adresse, qui est suspecte, je suis pas du tout d'accord pour le considérer comme un gros flop. Par contre, comme je le disais pour Bradley Beal, je suis pas du tout d'accord non plus pour le considérer comme un super top, parce que même si ces deux gars-là sont pas super bien entourés, rien qu'associer un mec qui est top 2 du scoring et un mec qui est top 2 à la passe dans la même équipe, pour moi ça doit faire au moins le play-in, ça doit prendre une des 10 premières places. Là c'est pas le cas des Wizards. Bon, ils en sont pas loin, ils sont en train de remonter, c'est bien. Sauf que là, pour l'instant, ils n'y sont pas dans une conférence qui n'est pas non plus hyper dense, et ça ne me suffit pas. Je vais pas remettre en cause l'impact de Westbrook. Par contre, il y a un côté où je vais être un peu plus sévère avec lui que ce que je ne le suis avec Bradley Beal, c'est que parfois il débranche. C'est quand il est frustré, il se met à forcer tout seul, il se met à s'entêter. Alors c'est pour gagner, hein, c'est comme ça qu'il est, Russell Westbrook. C'est ce type de joueur, ce type de mental, mais il se précipite, quoi. C'est lui qui joue avec le pace le plus élevé de la ligue, et là il devient brouillon. C'est pas par hasard que ce soit aussi celui qui perd le plus de balles dans toute la ligue. C'est dans ces moments en fait il va foncer tout droit parce qu'il en a marre. On a l'impression qu'il veut aller au plus simple et au plus vite pour marquer, et il oublie ce qu'il y a autour de lui, et on le perd complètement quand il débranche, quoi. Donc voilà, il y a certains joueurs quand ils s'énervent comme ça les booste, ça leur permet de passer au niveau supérieur, de se mettre en mode killer. Westbrook essaye de se mettre en mode killer, mais force est de constater que ça marche pas toujours, et que même bien souvent ça le fait sortir de son match. Il prend des fautes techniques en plus de ça, enfin voilà. Pourtant j'adore cette qualité, ce qu'il montre, hein, c'est très agressif, on sent qu'il veut la win. J'adore cette intensité, j'adore l'impact qu'il a, j'adore l'influence qu'il a sur les autres, mais il manque peut-être un peu de sang-froid, et là-dessus je trouve qu'il peut mieux faire, donc je le mets dans les peut mieux faire, surtout pour un ancien MVP. Bon, je peux pas lui demander d'avoir encore le niveau qu'il avait quand il était MVP, mais je trouve que il peut mieux faire. Maintenant, soyons clairs, depuis le mois de mars, je trouve que tout ça va mieux. Les Wizards gagnent plus, ils jouent plus dans le flow du jeu. J'ai juste besoin que les Wizards y accèdent à ce top 10, que Westbrook montre ça sur une plus longue période encore, et pas de doute, il passera du côté vert, quoi. Sauf que, voilà. À ce jour-là, je le mets dans il peut mieux faire. Je finis par Trae Young. À chaque fois que je parle d'Atlanta, je me fais taper sur les doigts, et je pense que ça va être encore le cas aujourd'hui. J'entends souvent dire que j'aime pas Trae Young, mais pourtant c'est un joueur que j'adore. Bref, on s'en fout. Lui, j'aurais presque envie de le laisser en plein milieu, là, vous voyez, dans une catégorie complètement neutre, où finalement, il y a des attentes qu'il a presque surpassées, d'autres que j'attendais où il est moyen, et j'aurais presque envie de le laisser là. Mais bon, ce serait tricher, donc il faut bien que je me mouille un peu. En fait, voilà, ses stats ont baissé, mais moi, ça me va plutôt bien, parce que les Hawks gagnent plus, et c'est ce que je voulais. Il montre qu'il peut être le leader d'une équipe qui a une carte à jouer en play-off, et c'est vraiment ce que je voulais. Et en plus de ça, malgré des blessures nombreuses toute la saison chez les Hawks, franchement, chapeau pour ça, l'essentiel est là pour moi. Et clairement, depuis l'arrivée de Nate McMillan, on a une vraie équipe à Atlanta. Donc voilà, avec un Trae Young qui collectivement là-dessus, ça me plaît ce qu'il fait. Collectivement, j'aime aussi comment il implique Clint Capella, on en parlait, notamment sur pick and roll. C'est un expert dans le playmaking, Trae Young, il a une très bonne vision de jeu, une très bonne qualité de passe, c'est balèze, hein, c'est balèze. Par contre, c'est là où je vais me faire taper sur les doigts, j'ai quand même du mal à le mettre dans les tops. Donc je sais que je suis sévère, surtout qu'il joue à moitié blessé en ce moment, donc ça aide pas. Mais avec tout le talent qu'il a, c'est comme des mecs comme Simmons ou comme Jason Tatum, on attend l'élite, quoi, de sa part. On aimerait qu'il passe un vrai step, et là on n'y est pas encore.
je vais même pas le tacler pour sa défense, parce que il a pas les outils, il les aura jamais, je m'y fais. Je vais pas non plus trop le tacler, alors là j'ai pas dit pas du tout, mais pas trop le tacler pour ses balles perdues. Il touche énormément la balle, et il a un jeu qui fait que c'est normal qu'il en perde beaucoup, parce qu'il cherche souvent la passe pile dans le bon timing, et ouais, forcément c'est prendre des risques, et c'est normal qu'il perde beaucoup de ballons. J'aimerais juste qu'il arrête, qu'il en perde 7 ou 8, comme ça arrive de temps en temps, quoi. Je dis pas qu'il fait ça à tous les matchs, hein, mais il y a des matchs où c'est le cas, et ça j'aimerais juste que ça s'arrête. Donc, mais c'est même pas non plus de là-dessus que je vais le tacler, parce qu'il a de vraies excuses. Ça peut pénaliser la team quand il en perd trop, mais je trouve qu'il arrive à compenser avec son vrai sens du playmaking. Par contre, voilà, moi, ce que j'attends de lui, et là où il peut mieux faire, parce que je le dis tout de suite, je le mets dans peut mieux faire, c'est que je veux plus de régularité au tir. C'est un mec, quand il prend feu, il peut être hallucinant. Mais par contre, c'est un mec qui peut mettre 42 points, et le jour d'après, il peut en mettre 14. Il peut shooter de façon hallucinante, et le jour d'après, il peut être d'une adresse qui est pas catastrophique, mais pas loin. Et forcément, vous regarderez, les Hawks gagnent bien plus quand Trae Young est adroit que quand il est maladroit. C'est QFD, quoi. Donc voilà, après, il peut compenser quand il est pas adroit, et ça, c'était surtout le cas en début de saison, il arrivait à compenser en provoquant beaucoup de fautes. Mais là, ça suffit pas toujours, surtout que les arbitres, j'ai l'impression, sifflent de moins en moins, là, ce qu'ils faisaient, qui a été pas mal critiqué en se reculant pour provoquer la faute du défenseur qui était derrière lui. Et ça l'handicape un peu, le fait que les arbitres sifflent moins, parce que considèrent ça comme de l'anti-jeu. Je vais pas rentrer dans ce débat, en tout cas c'est pas forcément beau à voir, mais force est de constater que c'était efficace. Maintenant voilà, je vais pas du tout le mettre dans les total flops, comme je dis, je me trouve sévère de le mettre là, dans les peut mieux faire, parce que l'étape que j'attendais le plus, elle est franchie, on a des Hawks qui devraient faire les playoffs, et ça c'est très cool. Maintenant, ajouter de la constance à ce joueur, ajouter de la constance à Trae Young, et je trouve que Atlanta peut vraiment viser plus haut, et peut-être même faire quelque chose en playoff, parce que là il y a un vrai effectif autour de lui, si tout le monde est en bonne santé, moi je kiffe des gars comme Danilo Gallinari, comme Bogdan Bogdanovic, comme DeAndre Hunter, j'espère qu'il va revenir fort, mais ce qu'il a montré en début de saison, c'était balèze. Je kiffe Clint Capella, John Collins, finalement, est resté à Atlanta et fait des belles choses. Si tous ces gars peuvent arriver à jouer ensemble et qu'on a un Trae Young constant, ça peut être une très grosse cote pour les playoffs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et voilà pourquoi je finis cette vidéo en mettant Trae Young dans les peut mieux faire. Alors ça vous a plu? J'espère que oui. Moi, je vous l'avoue, je me sens mieux quand même, de plus en plus, même si forcément il y a eu encore quelques hésitations, mais je suis sûr que ça se gommera dans le futur. Vous en pensez quoi? Est-ce que ceux qui ont trouvé que j'étais mal à l'aise la première fois, je l'ai lu dans les commentaires, vous pensez que ça s'est amélioré? À vos yeux aussi, dites-moi les domaines dans lesquels il faut que je step up ou que je travaille. J'ai besoin d'avoir vos retours dans les commentaires et je veux savoir si vous avez toujours autant kiffé. Les critiques constructives, c'est cool, ça fait toujours progresser, et puis je le dis, j'ai besoin d'un maximum de force avant de me lancer dans le grand bain. Du coup, faites-vous plaisir dans la section com, dites-moi tout ce que vous pensez, j'espère que ça me boostera, que ça continuera à me motiver, à aller de l'avant, et surtout, rejoignez-moi sur Twitch. Ben ouais, je le rappelle, avant de me lancer, en plus de me sentir prêt complètement moi-même, je veux qu'on soit 1000, donc y a qu'une seule façon d'y arriver à ça. Follow me. Et ouais, follow me, plus vous serez nombreux, plus ça voudra dire que vous serez motivés, et plus ça me boostera à commencer vite. Sinon, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une grosse vidéo sur l'un des prospects les plus hypant de la NBA du futur, Emoni Bates. Croyez-moi, go voir ça, il est déjà comparé à Kevin Durant et on a trouvé plein d'images de jeu qui valent le coup. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est ça la team, c'est bien comme ça qu'on référence une vidéo. Et si vous voulez apporter votre pierre aussi en faisant un don pour m'aider à me lancer sur Twitch, en participant aux frais que j'ai déjà eu et en participant peut-être à l'achat d'une carte d'acquisition pour des vidéos gaming, c'est sur Tipeee que ça se passe. En ce moment, en cette période fiscale, j'ai besoin de vous plus que jamais, et même une toute petite somme ça aide, y a pas de honte à ça, croyez-moi, 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, ça monte très vite. Donc let's go, je compte sur vous, big up à ceux qui ont été là, à ceux qui seront là, et gros merci à ceux qui sont encore là. Cœur avec les doigts. À très vite.